Bonjour pour cette quatrième et avant-dernière séance. Alors, évidemment, une continuité n'est pas obligatoire, mais donc ceux qui étaient là l'avant-dernière fois, j'ai remis cette gravure sur la peinture, juste pour la voir, et deux tableaux que j'aurais dû montrer la dernière fois et que je n'avais pas montré. L'union du dessin et du coloris par Guido Reni, où là on a une véritable union avec deux jeunes gens, un jeune homme donc, qui incarne le dessin et une jeune fille qui incarne le coloris, donc c'est un très joli couple. Je vais aller assez vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps là aujourd'hui, enfin je veux dire j'ai d'autres choses à dire. Et un autre très différent, un autre très différent du Guerchin, où alors là le dessin est un vieillard plein d'expérience, qui tend une feuille comme ça sur laquelle est dessiné l'enfant, le petit dieu, et là la peinture, donc c'est le dessin et la peinture est une jeune femme très séduisante, avec des atours colorés, qui tient la palette, mais qui peint en regardant la feuille que lui tend ce monsieur qui a tout le savoir de l'Antiquité avec lui. Voilà. Alors, je voudrais aujourd'hui, je change un petit peu l'intitulé, puis il y avait marqué, je crois, dessiné au XVIIIe siècle. Je vais aborder le XVIIIe siècle, mais je vais surtout aborder la question à travers le dessin à travers la question de l'expression qu'on a déjà rencontrée, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. Donc la question de l'expression et comment le problème de l'expression va se transformer et va transformer aussi la perception que l'on a du dessin. Alors d'abord, je vais commencer par dire que le mot « expression » entre dans le vocabulaire français de la peinture vers les années 1650 seulement, et c'est un usage qui, pendant un certain temps, reste sans équivalent dans les autres langues. Par exemple, en italien, « espressione » est encore absent du vocabulaire de toscan de Baldinucci, qui est publié en 1681. Alors, le terme « expression » en français est d'abord utilisé en un sens général qui signifie « expression du sujet ». Quand on parle d'expression dans la peinture, c'est un mot qui a d'abord un sens général qui signifie « expression du sujet », c'est-à-dire que c'est presque un synonyme de représentation. Exprimer un sujet, c'est presque synonyme de représentation. Je dis presque parce que ce n'est pas tout à fait synonyme. Un peintre peut représenter fidèlement une histoire, ou l'histoire, sans pour autant réussir à exprimer le sujet. Il y a une petite nuance. Exprimer le sujet, c'est exprimer la pensée de l'épisode de l'histoire qu'il veut représenter. Donc ça suppose quand même un travail d'abstraction, un choix. Expression, au sens général, renvoie plutôt à la pensée. Et est assez proche en ce sens du mot invention. Par exemple, il y a eu un grand débat à l'Académie autour du tableau de Poussin. Je n'ai pas là, mais vous pouvez aller voir au Louvre. Eliezer et Rebecca, c'est un des grands débats pendant les conférences de l'Académie, puisque Champaigne a critiqué Poussin d'avoir omis la représentation des chameaux, puisque dans le tableau d'Eliezer et Rebecca, il y a Eliezer, Rebecca et les autres autour du puits, mais Champaigne dit Poussin n'a pas représenté les chameaux dont l'histoire fait mention, puisque dans la Bible, il y a les chameaux. Ça a donné lieu à un débat tout à fait passionnant, et Lebrun est intervenu pour défendre Poussin. Je ne vous raconterai pas tout ce débat. Simplement, ce qu'on voit bien dans la réponse de Lebrun, c'est qu'au fond, ce que Lebrun dit pour défendre Poussin, c'est que si Poussin s'est écarté de la représentation fidèle de l'histoire, c'est pour mieux exprimer son sujet.
C'est-à-dire que c'est volontairement, en fait, qu'il a éliminé ce qui pouvait relever de l'anecdote, les chameaux, et qui aurait donc distrait, si vous voulez, l'attention, pour mieux se concentrer sur le sujet. Ou par exemple, un autre exemple, Guillet de Saint-Georges, dans son mémoire historique sur Eustache le Sueur, écrit « Monsieur le Sueur se plaisait extrêmement à traiter l'histoire de Moïse, mais il en variait les expressions avec industrie. » Autre exemple que je peux donner de l'usage du terme d'expression, dans la deuxième préface de Britannicus, alors cette fois c'est un exemple pris à la littérature, au théâtre, Racine, après avoir dit qu'il a, je cite, copié ses personnages d'après le plus grand peintre de l'Antiquité, je veux dire d'après Tacite, donc après avoir précisé cela, Racine indique en parlant d'Agrippine, c'est elle que je me suis efforcé surtout d'exprimer, et ma tragédie n'est pas moins la disgrâce d'Agrippine que la mort de Britannicus. Donc, alors que pour Néron et Britannicus, il emploie le terme de représenter, pour Agrippine, il emploie le terme d'exprimer. Bien. Donc ça, c'est le premier sens général, mais le mot va prendre très vite un second sens, beaucoup plus restreint, pour désigner l'expression des passions. C'est-à-dire, ou l'expression des sentiments, mais ce qu'on appelle à l'époque l'expression des passions, c'est-à-dire l'expression visible des mouvements invisibles de l'âme. Dans les conférences académiques qu'il consacre à ce sujet en octobre et novembre 1668, alors je fais une parenthèse, parce que je ne me souviens plus si j'ai dit ce qu'étaient ces conférences académiques auxquelles je fais constamment allusion, mais comme tout le monde, même si je l'ai dit, comme tout le monde n'était peut-être pas là, je le redis très rapidement, entre 1667 et 1792, une fois par mois, l'Académie royale de peinture et de sculpture se réunissait pour écouter ce qu'on appelait une conférence, c'est-à-dire une analyse d'un tableau ou d'une sculpture ou d'un problème, genre la nature et l'histoire, etc., donc par un peintre, et ça donnait lieu à un débat ou à une discussion. Donc ça a eu lieu une fois par mois, entre 1667 et 1792, année où on a mis fin, où l'Académie a mis fin à ses activités. C'est le plus grand corpus de réflexion sur l'art français que l'on ait, puisque ce sont des analyses et des réflexions sur l'art par des artistes. Ce sont des peintres et des sculpteurs qui réfléchissent sur leur propre art. Et Christian Michel, historien de l'art, professeur d'histoire de l'art à Lausanne, et moi-même, nous avons édité ces conférences de l'Académie royale de peinture et sculpture. Il y en a déjà, je crois, 8 volumes. Les 3 derniers vont sortir cette année. Bien. Donc, en octobre et novembre 1668, Lebrun consacre 2 conférences à la question de l'expression, et dans ces conférences, il distingue ce qu'il appelle l'expression générale, synonyme, quasi synonyme de représentation, et l'expression particulière, partie de la peinture qui marque, dit-il, les mouvements du cœur et qui rend visibles les effets de la passion. Donc voilà un extrait de ce que dit Lebrun. L'expression, à mon avis, est une naïve et naturelle ressemblance des choses que l'on veut représenter. Elle entre dans toutes les parties de la peinture. C'est elle qui marque les véritables caractères des choses. C'est par elle que l'on distingue la nature des corps, que les figures semblent avoir du mouvement. Elle est aussi bien dans la couleur que dans le dessin. Elle doit entrer dans la représentation des paysages et dans l'assemblage des figures. C'est elle que j'ai tâché de remarquer dans les conférences passées. Donc ça, c'est l'expression générale, qui est au fond un quasi-synonyme de représentation picturale. Et ça, il en a parlé, dit-il, par le passé. Aujourd'hui, j'essaierai de vous faire voir que l'expression est aussi cette partie qui marque les mouvements de l'âme et qui rend visibles les effets des passions. Alors, évidemment, ce second sens, comme vous le savez, c'est-à-dire celui d'expression particulière, expression des passions, ce second sens va très vite effacer le premier sens, celui d'expression générale, et le terme d'expression ne sera plus guère utilisé dans le champ de la peinture et de la sculpture que pour désigner ce que Lebrun appelle l'expression particulière. Ce second sens va devenir le sens du mot expression. On va oublier l'autre sens, et par expression, on va surtout entendre expression visible des mouvements invisibles de l'âme, c'est-à-dire expression des passions.
Entendue ainsi, l'expression devient une des parties de la peinture, à côté des autres parties, telles que l'invention, la disposition, la composition, le dessin ou le coloris. Alors, l'expression particulière, donc l'expression des passions, a occupé une très grande place dans la réflexion des académiciens, des peintres et théoriciens français au XVIIe siècle. En effet, l'analyse du problème de l'expression s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus générale, d'origine rhétorique, autour du couple action-passion. Donc ça, c'est une première précision qu'il faut apporter. Dans la rhétorique antique, dans la rhétorique latine, celle de Cicéron et de Quintilien, l'action constitue la cinquième partie de la rhétorique. Vous savez que la rhétorique est divisée en plusieurs parties: invention, disposition, élocution, mémoire. Action, c'est la dernière partie de la rhétorique. Et qu'est-ce que c'est que cette action, cette axio-rhétorique? C'est ce que Cicéron appelle l'élocution de la voix et du geste. Donc c'est l'éloquence corporelle. C'est cette manière d'exprimer par son corps, c'est l'éloquence corporelle. Donc l'action, c'est tout ce qui relève de l'éloquence corporelle. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'aussi bien Cicéron que Quintilien reconnaît que c'est ça qui est le plus frappant. C'est pour ça que ça arrive en dernier. C'est ça qui est le plus frappant, c'est cette éloquence-là en général qui emporte l'adhésion de l'auditoire. Donc c'est une éloquence visible. Alors c'est aussi ce qui rattache, ce qui rapproche cette axio-rhétorique, c'est ce qui rapproche l'orateur de l'acteur. C'est ce qui rapproche l'orateur de l'acteur. Ce qui veut dire que cette expression particulière, l'expression des passions, soulève un double problème que je voudrais essayer d'aborder très rapidement. Il a une origine rhétorique, il est lié à la question de la passion et de l'éloquence corporelle, et il soulève au XVIIe siècle un double problème, qui est d'une part un problème philosophique et d'autre part un problème pictural. Quel est le problème philosophique soulevé par la question de l'expression des passions, donc de l'expression visible des mouvements invisibles de l'âme? Puisque, comme le dira Descartes, les passions sont des passions de l'âme. Ce n'est pas des passions du corps, c'est des passions de l'âme, ce sont des affects qui s'expriment dans le corps. S'il y a expression des passions, si les passions s'expriment, et elles s'expriment, quand je suis gai, je souris, quand je souffre, mon visage se transforme, mon corps a des postures, etc. Donc, si les passions, c'est-à-dire la manière dont je suis affecté, c'est ça que veut dire passion au départ, c'est la manière dont je suis affecté, dont je subis quelque chose. Si les passions s'expriment, c'est que d'une manière ou d'une autre, le corps est uni à l'âme. C'est-à-dire l'expression des passions atteste l'existence de l'union de l'âme et du corps. Grand problème philosophique au XVIIe siècle, et grand problème pour Descartes. C'est-à-dire que l'expression des passions est le lieu privilégié pour interroger la question de l'union de l'âme et du corps, et pour s'interroger sur cette union de l'âme et du corps, c'est-à-dire pour s'interroger sur la manière dont des passions invisibles s'expriment dans des signes visibles, des gestes, des attitudes, des mouvements, etc. Donc ça, c'est l'aspect philosophique du problème de l'expression des passions. Mais l'expression des passions soulève aussi un problème d'ordre pictural. Comment est-ce qu'un peintre et un dessinateur, on va voir le cas avec le dessin, comment le peintre ou le dessinateur peut-il représenter sur une surface plane la manière dont s'expriment au dehors les sentiments de l'âme? Contrairement au corps de l'acteur, alors il faut opposer la peinture au théâtre, contrairement au corps de l'acteur, les figures peintes ou dessinées sont immobiles, donc le peintre ne dispose pas du mouvement. L'acteur, il peut exprimer la colère par des gestes, parce que je suis en train de faire là, je ne suis pas en colère, mais les figures peintes sont immobiles, donc le peintre ne dispose pas du mouvement et il ne dispose pas de la parole. Et les figures peintes sont silencieuses, donc contrairement à l'acteur. Donc il faut qu'il exprime les passions, qu'il réussisse à exprimer les passions dans le corps de ces figures peintes, sans pouvoir recourir au mouvement et sans pouvoir recourir à la parole. Et contrairement à la sculpture, la figure peinte est sans relief. Et ça, on va voir que c'est important.
Donc c'est une surface bidimensionnelle. Donc le défi est extrêmement important dans le cas de la peinture, comment exprimer les passions. Alors le problème philosophique, l'aspect philosophique du problème, évidemment, il est caractérisé par l'influence très importante exercée sur la réflexion sur la peinture par la théorie cartésienne des passions. Par la théorie cartésienne des passions et par l'analyse que fait Descartes dans son traité sur les passions de l'âme et l'analyse qu'il fait de ce que j'appellerais le corps signe. Le corps signe, puisque dans son traité Les passions de l'âme, Descartes développe une double analyse des passions. D'une part, une analyse physiologique des causes des passions, et d'autre part, une analyse de ce qu'il appelle les signes extérieurs de ces passions, dont les principaux, dit-il, sont les actions des yeux et du visage, les changements de couleur, les tremblements, la langueur, la pâmoison, les rires, les larmes, les gémissements et les soupirs. Donc ça, c'est les signes. Donc il y a toute une analyse chez Descartes du corps signe, non volontaire. Après, les acteurs jouent à exprimer ces passions, mais le corps exprime par tous ces signes les passions dont il est affecté. Et dans la deuxième partie de son traité, Descartes va procéder à un dénombrement des passions et à une description des effets visibles de ces passions. Alors cette double approche physiologique et sémiologique se retrouve dans la plupart des conférences académiques consacrées à l'expression des passions et en particulier dans celle de Lebrun. Et donc, premier exemple, la description que fait Lebrun dans sa conférence du 5 novembre 1667 sur les Israélites recueillant la manne dans le désert de Poussin, la description qu'il fait de ce personnage-là, debout, qui est un personnage très curieux et très intéressant puisque c'est un spectateur. Vous voyez que, à la différence de toutes les figures qui sont là, qui sont prises dans l'histoire, celui-là, il contemple. Il contemple, il regarde, et je vous ai mis en haut un bout de la conférence. Cet homme représente bien une personne étonnée et surprise d'admiration. L'on voit qu'il a les bras retirés et posés contre le corps, parce que dans les grandes surprises, tous les membres se retirent d'ordinaire les uns auprès des autres, lors principalement que l'objet qui nous surprend n'imprime dans notre esprit qu'une image qui nous fait admirer ce qui se passe et que l'action ne nous cause aucune crainte ni aucune frayeur qui puisse troubler nos sens et leur donner sujet de chercher du secours et de se défendre contre ce qui les menace. Il n'en est pas de même des autres parties du corps. Je crois que j'ai tout mis. Oui, ça. Il n'en est pas de même des autres parties du corps. Les esprits qui les abandonnent, les esprits, c'est les esprits animaux, c'est les nerfs. C'est comme chez Descartes, les esprits animaux, c'est les nerfs qui passent comme ça et qui agitent le corps. Les esprits qui les abandonnent font qu'elle demeure sans mouvement, sa bouche est fermée, comme s'il craignait qu'il lui échappât quelque chose de ce qu'il a conçu, et aussi parce qu'il ne trouve pas de paroles pour exprimer la beauté de l'action. Une très jolie manière de justifier le fait que la peinture est une poésie muette. Évidemment, le personnage se tait forcément, puisque la peinture ne parle pas. Vous voyez comment Lebrun le justifie en disant « il est tellement frappé ». Stupéfait par la force de ce qu'il voit, qu'il en a le souffle coupé et la parole coupée. Et comme dans ce moment, le passage de la respiration se trouve fermé, cela rend les parties de l'estomac plus élevées qu'à l'ordinaire, ce qui paraît dans quelques muscles qui sont découverts. Cet homme semble même se retirer un peu en arrière pour marquer la surprise que cette rencontre imprévue cause dans son esprit et pour faire voir le respect qu'il a en même temps pour la vertu de cette femme qui donne sa mamelle, qui est une image de la charité. C'est une femme qui donne le sein à sa mère. Et donc on a ici tous les thèmes, si vous voulez, on retrouve tous les thèmes de l'analyse cartésienne, de l'admiration, la surprise, l'étonnement, le recul, la sidération. Je rappelle que l'admiration est la première dans la liste des passions chez Descartes. L'admiration est la première passion. Ça commence par l'admiration, qui est une passion de la vue. Et c'est pas par hasard si elle a tellement intéressé les théoriciens de la peinture, parce que l'admiration est une passion visuelle. C'est le fait de voir quelque chose de si grand
puisque l'admiration, c'est surprise, étonnement devant quelque chose qui est plus grand que vous. Donc, ce n'est pas simplement surprise et étonnement, mais c'est surprise et étonnement avec en plus un sentiment de grandeur. Mais c'est vraiment une passion visuelle. La description de ce personnage s'inspire notamment de l'analyse développée par Descartes dans un certain nombre d'articles où il définit, par exemple, je cite, je crois que je l'ai mis, oui, voilà. L'admiration est une subite, ça c'est Descartes, donc, l'admiration est une subite surprise de l'âme qui fait qu'elle se porte à considérer avec attention les objets qui lui semblent rares et extraordinaires. Vous voyez, l'admiration, c'est surprise devant un objet rare et extraordinaire. Ainsi, elle est causée premièrement par l'impression qu'on a dans le cerveau, qui représente l'objet comme rare et par conséquent digne d'être fort considéré, puis ensuite par le mouvement des esprits, donc les esprits animaux, les nerfs, les filets, qui sont disposés par cette impression à tendre avec grande force vers l'endroit du cerveau où elle est pour l'y fortifier et conserver. Et plus loin, et cette surprise a tant de pouvoir pour faire que les esprits qui sont dans les cavités du cerveau y prennent leur cours vers le lieu où est l'impression de l'objet qu'on admire, qu'elle les pousse quelquefois tous et fait qu'ils sont tellement occupés à conserver cette impression qu'il n'y en a aucun qui passe de là dans les muscles, ni même qui se détourne. Il y a une sorte d'encombrement, qui se détourne en aucune façon des premières traces qu'ils ont suivies dans le cerveau, ce qui fait que tout le corps demeure immobile comme une statue. Donc voilà, c'est l'effet de sidération ou de méduse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette analyse cartésienne, via Lebrun aussi, dans une autre description. C'est la manière dont Jean Nocret décrit l'attitude corporelle de ce personnage. Donc c'est les pèlerins d'Emmaüs de Véronèse, un tableau qui est ici, qui est au Louvre. Donc vous avez le Christ, vous avez les deux pèlerins donc, qui sont là, puisqu'il y a une histoire là-dedans, ça c'est ce qui se passe avant. Et voilà donc comment Nocret, c'est une conférence du 1er octobre 1667, décrit ce personnage. Le disciple qui est au côté gauche de ce divin Seigneur paraît tout étonné, ce qui fait voir que Paul Véronèse a voulu représenter le moment auquel Jésus-Christ, en faisant la bénédiction sur le pain, se fit connaître, car ce disciple est si ému qu'il se retire en arrière comme surpris d'une action si merveilleuse. Sa surprise ne paraît pas seulement par la disposition de son corps, on la voit peinte sur son visage, par tous les signes qui arrivent lorsqu'il survient quelque action que l'on n'a point prévue, comme d'avoir les yeux fixement attachés sur le Christ, les sourcils élevés et la bouche entr'ouverte. Donc voilà, il a l'attitude de l'étonnement, de la surprise et de l'admiration telle qu'elle est décrite par Descartes. Troisième exemple, la conférence que Michel Anguier consacre le 2 août 1670 à une sculpture que vous connaissez déjà, qui est le Laocoon, considéré comme le modèle de l'expression. Et la description d'Anguier est révélatrice de l'influence exercée par l'analyse cartésienne, qu'il s'agisse du dénombrement des passions, puisqu'on trouve chez Anguier le même nombre des passions, tristesse, courroux, joie, haine, etc., et aussi par l'énumération des signes par lesquels ces passions se manifestent, bouche ouverte, sourcils relevés, gorge enflée, rétraction de la hanche, etc. Alors là aussi, je vous ai mis un petit morceau de la conférence en haut. Par ces nudités, on connaît le tempérament. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans 15 jours à propos du nu. C'est une des raisons, c'est un des arguments qu'invoque Anguier pour justifier le fait que les figures sculptées sont nues. Il dit pourquoi nues ? Et il pose la question. Et c'est justement parce que ça permet d'exprimer les passions, c'est-à-dire les mouvements des muscles et du corps, etc. Par ces nudités, on connaît le tempérament. Oui, c'est beau, c'est l'expression visible du mouvement invisible. Par ces nudités, on connaît le tempérament. On voit dans les visages et partout le corps la tristesse, la crainte, le courroux, la joie. De même, l'audace, la honte, la majesté apparaissent. La honte aux joues et la majesté au menton. Et l'orgueil se connaît aux sourcils. Quoique ces passions viennent du cœur, pourtant elles se font voir à découvert en toutes ses parties. Nous reconnaissons qu'il crie de toute sa force par la contraction des muscles de la respiration et par cette bouche ouverte, cette gorge enflée, cette poitrine relevée, l'épigastre retiré en dedans, le nombril enfoncé
et la rétraction des hanches. Aussi est-il vrai que tous ses muscles tremblent et frémissent. Nous reconnaissons qu'il crie de toute sa force par la contraction des muscles de la respiration et par cette bouche ouverte. Je fais juste une parenthèse, je signale simplement, j'attire votre attention, si j'ai le temps, j'en parlerai peut-être la prochaine fois, c'est que c'est autour de cette remarque, à savoir nous reconnaissons qu'il souffre, nous reconnaissons qu'il crie par cette bouche ouverte, au fond, c'est cette remarque qui va donner lieu à un débat extrêmement important en Allemagne, qui est le débat entre le débat entre Lessing et Winkelmann concernant le Laocoon, puisque Winkelmann va poser la question pourquoi est-ce que le Laocoon ne crie pas? Contrairement à ce que dit Anguier, Winkelmann va dire pourquoi est-ce que le Laocoon a juste la bouche, enfin le personnage a juste la bouche entrouverte alors que le texte dit qu'il crie. Anguier dit qu'il crie. Winkelmann dit non, il ne crie pas. Voilà. Et il va donner une réponse en disant mais c'est parce que justement il veut exprimer la maîtrise, cet idéal grec de la maîtrise, de noble tranquillité et sereine grandeur, et Lessing va répondre en disant « je ne suis pas d'accord », etc. Mais donc tout tourne autour de cette bouche ouverte, pas ouverte, qui crie, qui ne crie pas, etc. Bien. Mais alors que dans la sculpture, l'expression concerne le corps en sa totalité, comme on le voit ici, le buste, les bras, les jambes, le visage, etc., et cela à cause ou plutôt grâce au nu, dans la peinture, l'expression tend naturellement à se concentrer dans le mouvement du visage, des lèvres et surtout du regard. Alors cela n'exclut évidemment pas les autres formes d'éloquence corporelle, comme le geste, le mouvement du corps. L'expression peut être aussi dans les drapés, et les coloristes, par exemple, insistent sur le pouvoir expressif du coloris. Mais l'expression, au sens d'expression des passions, se concentre surtout sur le visage. Et là, je vous montre donc les dessins, quelques dessins de Lebrun, liés à ces conférences dont j'ai parlé d'octobre et novembre 1668 sur l'expression particulière, l'expression des passions, dessins gravés par Sébastien Leclerc, certains ont été aussi gravés par Audran, et donc où Lebrun constitue une sorte de grammaire des passions, où il suit, alors Jennifer Montagu a longuement étudié cette question, où il suit, où il s'inspire à la fois de Descartes, à la fois de Cureau de la Chambre, qui est un médecin du XIV, et où il distingue chaque passion en fonction d'un certain nombre de traits très spécifiques, et c'est juste une petite modification, un sourcil qui se lève, un sourcil qui se baisse, qui transforme l'expression des passions. Donc là, je vous montre la jalousie. Voilà. Là, vous avez la douleur de l'esprit à gauche, le ravissement à droite. Oui, voilà. Là, vous avez, c'est la colère, oui, bien sûr, c'est la colère. Alors ça, c'est passion presque double, admiration avec étonnement. Mais il n'a pas très bien lu Descartes, là, parce que l'étonnement est compris dans l'admiration, normalement. Mais bon. Mais c'est aussi parce qu'on s'intéressait beaucoup aux passions doubles à l'époque. Comment est-ce qu'un peintre peut représenter une passion double? Descartes en parle de ces passions doubles, par exemple, dans la série des Marie de Médicis de Rubens, là. Marie de Médicis après l'accouchement était commentée parce qu'il fallait la représenter, son corps devait exprimer à la fois la joie d'avoir donné naissance à ce magnifique bébé et la fatigue de l'accouchement, enfin d'après l'accouchement. Et donc il fallait exprimer, son corps devait exprimer cette double passion. Et donc on commente la manière dont Rubens a parfaitement su exprimer une passion double. Voilà un autre exemple où là je vous montre donc comment, parce que ces dessins après Lebrun les reprend pas toutes, pas tous, mais il les reprend dans ses tableaux. Donc là je vous prends un exemple, c'est la bataille d'Arbel, comment il reprend ce dessin.
Alors, cette part donnée à l'expression va rester très importante pendant tout le siècle et au XVIIIe siècle et va jouer un rôle très important dans la formation du peintre à l'académie et dans l'apprentissage du dessin. Dans l'apprentissage du dessin, apprendre à dessiner, c'est apprendre aussi à dessiner l'expression des passions au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire des mouvements invisibles de l'âme, tels que ces mouvements invisibles de l'âme, ce qu'on appelle des passions, s'expriment sur le visage par des signes. Et le comte de Caylus va créer le prix des têtes d'expression en 1789, et donc là vous avez donc un concours pour le prix de l'étude des têtes de l'expression, donc fondé par le comte de Caylus. Donc vous voyez là, voilà, donc là ils sont en train de dessiner. Et alors je vous montre quelques prix, Donc vous avez Michel-Honoré Bougneux, donc c'est la Gaîté, 1762, la Compassion, prix de 1763, l'Attention, prix de 1769, la Douleur, ça c'est David, prix de 1773, et enfin le dernier, il y en a d'autres, c'est l'Admiration, j'aime beaucoup celle-là, l'Admiration satisfaite. Parce que j'aimerais savoir ce qu'est une admiration non satisfaite, mais je n'ai pas trouvé d'exemple. L'admiration satisfaite, 1786. Mais Caylus, en même temps, donc ça c'est le sens qui se maintient, le sens d'expression des passions. Mais en même temps, Caylus reproche par exemple à Watteau, qui est son grand peintre, de ne pas savoir exprimer les passions. Et quand il reproche à Watteau de ne pas savoir exprimer les passions, il entend expression des passions encore en ce sens-là, c'est-à-dire au sens de l'expression des passions du XVIIe siècle, c'est-à-dire sur le visage. Et je lis ce qu'il dit de Watteau. En un mot, à la réserve de quelques-uns de ses tableaux, ses compositions n'ont aucun objet, elles n'expriment le concours d'aucune passion et sont par conséquent dépourvues d'une des plus piquantes parties de la peinture, je veux dire l'action. Elle seule peut communiquer à votre composition, surtout dans l'héroïque, ce feu sublime qui parle à l'esprit, le saisit, l'entraîne et le remplit d'admiration. Donc là, Caylus adresse un reproche à Watteau qui renvoie à une conception traditionnelle de l'expression des passions héritée du XVIIe siècle. Simplement, ce jugement ne prend pas en compte les passions que Watteau a exprimées dans ses tableaux, qui ne sont pas ces passions violentes typiques du XVIIe siècle, comme la colère, celle que je vous ai montrée sur les dessins de Lebrun, comme la colère, la frayeur, la jalousie, mais ce qu'on appelle des passions douces, c'est-à-dire des sentiments plus que des passions, le désir amoureux, la mélancolie, les formes les plus délicates du plaisir, la musique, la conversation qui fait le sujet des pastorales. Là, je vous montre juste deux très jolis tableaux, un de Watteau et l'autre de Fragonard. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle émerge une nouvelle conception de l'expression qu'on trouve aussi chez Caylus. On trouve chez Caylus les deux conceptions de l'expression. Une qui est héritée du XVIIe siècle, l'expression des passions fortes, et puis une autre conception de l'expression qui témoigne d'une transformation qui s'opère au XVIIIe siècle. C'est que l'idée d'expression se dissocie de l'idée de représentation, et au fond, c'est l'idée que ce qu'il s'agit d'exprimer, c'est le mouvement du sentiment, c'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement de la vie, et c'est un changement important dont on trouve les traces aussi bien en littérature qu'en philosophie, aussi bien dans le théâtre de Marivaux que chez Rousseau, que chez Diderot, etc. C'est-à-dire que ce que j'appellerais l'analyse des sentiments, de ces choses extrêmement subtiles et délicates que sont les sentiments, se substitue au dénombrement des passions, chères au XVIIe siècle. Et c'est une transformation, je crois, qui est tout à fait essentielle et qu'on retrouve dans la peinture. La passion, ce qu'on appelait la passion, suppose une identité forte, reconnaissable à des signes.
la colère, avec, comme on l'a vu avec le brun, voilà, hein, la colère, l'étonnement, c'est-à-dire des signes visibles. Hein. Donc la passion suppose une identité, c'est quelque chose de fixe, hein, c'est la colère par opposition à l'admiration, par opposition à la tristesse, etc. Hein, et donc reconnaissable à chaque fois des signes qui ne trompent pas. Hein. Le sentiment, tel que le XVIIIe siècle va l'analyser en littérature, mais aussi le représenter dans la peinture, mais aussi l'exprimer dans la musique. Le sentiment est quelque chose d'infiniment plus subtil, de plus fugace, de plus évanescent, de plus difficile à reconnaître, de plus difficile à identifier, dont les signes peuvent être trompeurs. Ça, c'est très important, hein, parce que c'est des signes beaucoup plus difficiles à percevoir, hein, et qui peuvent tromper, qui peuvent être mensongers, et surtout qui se transforment. Le sentiment s'inscrit dans la mobilité, alors que la passion renvoie à une conception beaucoup plus statique, si vous voulez, des affects. Ce sont des affects stables. Hein, la colère, puis après on n'est plus en colère, voilà, hein, ou la joie, hein, alors que le sentiment est quelque chose de beaucoup plus fluide et qui s'inscrit dans la mobilité. Et par rapport à la question de l'expression, c'est important parce que ça veut dire qu'au fond, l'idée d'expression se dissocie de l'idée de représentation d'affect stable pour aller du côté de l'idée de mouvement. Hein, ce qu'il faut exprimer, c'est le mouvement de la vie, la mobilité des sentiments, la mobilité des expressions. Il y a un très beau texte de Diderot, par exemple, dont je parlerai à la fin, à propos du portrait que Van Loo a fait de lui, en disant « mais un peintre ne peut pas saisir mes sentiments qui changent tout le temps sur mon visage. Hein. » Je veux dire, ça passe, ça ne reste pas. Et c'est ça qu'il faut exprimer. Hein. C'est ça qu'il faut exprimer. Hein. Et donc, cette nouvelle conception de l'expression qui va émerger au XVIIIe siècle fait qu'un dessin va pouvoir être dit expressif en ce sens-là, même s'il ne représente pas la passion, même s'il n'exprime pas la passion au sens des dessins de Lebrun, on va dire qu'un dessin est expressif quand il exprime un mouvement, un premier jet, quelque chose qui est de l'ordre de la pensée, de la mobilité, de la dynamique même du vivant, de la dynamique même de la vie. Alors, je vous avais cité cela, je vous redonne les très belles phrases de Caylus. Hein, vous dessinez une pensée, vous la jetez sur le papier, voyez, jetez sur le papier dans le désordre d'une première idée, soit pour ne la point oublier, soit pour le besoin que vous avez de composer. Ce trait simple, gras, maigre, coulant ou prononcé indique cependant la couleur et souvent l'harmonie dont l'auteur est capable. Et ça, c'est ce que j'appelle une nouvelle conception coloriste du dessin, une nouvelle conception coloriste du dessin qui se met en place, je dirais, à travers une transformation de la notion d'expression. À travers une transformation de la notion d'expression. Et là, je voudrais m'arrêter sur une conférence tout à fait passionnante et enfin intéressante du comte de Caylus, prononcée le 7 juin 1732 sur le dessin. 7 juin 1732 sur le dessin. On va en lire des extraits. Alors, je voudrais d'abord insister sur un point, c'est que le discours de Caylus, comme il le dit lui-même, c'est le discours d'un amateur. Hein, ce qu'on appelle un amateur à l'académie, c'est un non-artiste. Hein, mais c'est quelqu'un qui est à l'académie, mais qui n'est ni peintre ni sculpteur. Donc, ça n'est pas un discours sur l'art de dessiner. Hein. Caylus dit « Je ne suis qu'amateur et l'amateur et le maître doivent parler bien différemment. L'un peut réfléchir, ça c'est l'amateur. L'autre doit donner des leçons, ça c'est le peintre. » Il dit « Donc moi je parle en amateur. » Bon. Donc c'est un discours sur l'intérêt que représente pour l'amateur comme pour le peintre l'étude des dessins. Alors ça c'est très important parce que ça témoigne aussi d'une transformation propre au XVIIIe siècle, d'une nouvelle attitude à l'égard du dessin. Hein. Donc ce n'est pas un discours sur l'art de dessiner, mais sur l'intérêt que représente l'étude du dessin, c'est-à-dire qu'il se place au point de vue du spectateur. Hein. Il se place au point de vue du spectateur, y compris quand il parle des artistes, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la question de savoir quel est l'intérêt de regarder et d'étudier les dessins pour un peintre. Donc ce n'est pas du tout sur la pratique, mais c'est sur l'étude. Alors, c'est intéressant parce que ça correspond à un moment où on collectionne les dessins et les esquisses et où on s'intéresse aux dessins en tant qu'œuvre. Hein. Tout d'un coup, les dessins deviennent des œuvres à part entière, c'est-à-dire qu'il y a un changement de point de vue sur le dessin.
Alors Caylus va distinguer le point de vue de l'amateur et du collectionneur de dessins, qui se développe à l'époque, et le point de vue de l'artiste sur le dessin. Il commence, au début de sa conférence, par le plaisir pris au dessin, et ensuite il va aborder la question de l'utilité de regarder les dessins. Donc première partie, le plaisir pris à l'étude des dessins, et deuxième partie, l'utilité que l'on peut trouver à regarder des dessins. Ça aussi, ça témoigne d'un changement important. On commence par le plaisir, c'est-à-dire le point de vue de la réception, le point de vue donc du spectateur. Alors, donc d'abord, l'attrait du dessin pour l'amateur. Quoi de plus agréable, en effet, que de suivre un artiste du premier ordre dans le besoin qu'il a eu de produire ou dans la première idée dont il a été frappé. Vous voyez, l'idée, le plaisir de regarder des dessins, c'est le plaisir de voir une première idée, quelque chose qui jaillit. Quelque chose qui jaillit. On voit très bien là que le dessin s'inscrit dans tout à fait une autre conception du monde qui est fondée sur l'idée du vivant, du mouvement, de la transformation. Dans le besoin qu'il a eu de produire, dans la première idée dont il a été frappé pour une machine, dont on peut comparer l'exécution, d'approfondir les différents changements que ces réflexions lui ont fait faire avant d'avoir arrêté son ouvrage. Vous voyez la mobilité, avant d'avoir arrêté son ouvrage. C'est ça qui plaît dans le dessin, c'est qu'on saisit quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. De chercher à s'en rendre compte, de se voir enfin avec lui dans son propre cabinet et de pouvoir se former le goût en examinant les raisons qui l'ont engagé à faire des changements. Après avoir admiré ses premières pensées, avec quel plaisir ne voit-on pas les études correctes faites d'après la nature, le nu d'une figure drapée, le détail de cette même draperie, enfin toutes les parties qui ont servi à la perfection du tableau ou de la machine que l'univers admire. Il me paraît encore que les grands artistes nous font éprouver des impressions semblables à celles qu'ils ont eux-mêmes ressenties. Le dessin permet une sorte d'empathie entre le spectateur et le peintre. C'est-à-dire comme c'est le premier jet, le mouvement de la pensée, on peut s'identifier. C'est comme si on y était. C'est comme si on était dans l'atelier. Et arrive un nouvel argument qui est très curieux. Il me semble qu'un simple trait déterminant souvent une passion et prouvant combien l'esprit d'auteur ressentait alors la force et la vérité de l'expression, l'œil curieux, l'imagination animée se plaisent et sont flattés chacun d'achever ce qui souvent n'est qu'ébauche. La différence qui se trouve selon moi entre un beau dessin et un beau tableau, c'est que dans l'un, on peut lire à proportion de ses forces tout ce que le grand peintre a voulu représenter, ça c'est dans le beau tableau, et que dans l'autre, on termine soi-même l'objet qui vous est offert. C'est-à-dire que devant un beau dessin, comme c'est une esquisse, c'est un premier jet, c'est l'œil du spectateur qui termine. Donc c'est le spectateur qui devient peintre. Et donc un dessin est quelque chose qui flatte le spectateur, il y trouve une satisfaction, pour employer un vocabulaire un peu anachronique, une satisfaction narcissique. C'est-à-dire qu'il complète, il termine. Par conséquent, on est... la différence qui se trouve selon moi entre un beau dessin et un beau tableau, c'est que dans l'un, on peut lire à proportion de ses forces tout ce que le grand peintre a voulu représenter, et que dans l'autre, on termine soi-même l'objet qui vous est offert. Par conséquent, on est souvent plus piqué de la vue de l'un que de celle de l'autre, car il faut toujours chercher dans l'amour-propre les raisons du contentement et celles de la préférence que les hommes accordent à une chose. Donc les raisons pour lesquelles on aime tellement les dessins, dit Caylus, c'est aussi des raisons d'amour-propre. C'est parce qu'on est on est partiellement l'auteur, on peut compléter ce que l'on voit, un trait comme ça, et on le complète et on dessine dans l'imagination une forme. Donc ça, c'est la première analyse que fait Caylus. Ensuite, Caylus analyse le danger du plaisir pris au dessin pour l'artiste. Il dénonce le danger du plaisir pris au dessin pour l'artiste, et c'est un aspect très important, puisqu'il va reprendre pour l'appliquer au dessin la critique qui avait été jusque-là adressée au coloris. C'est là où je dis qu'il y a une conception coloriste du dessin, c'est-à-dire que la critique qui au XVIIe siècle était appliquée au coloris, qui était adressée au coloris, notamment, vous vous souvenez, par Philippe de Champaigne, dans sa conférence sur Titien, Caylus va l'appliquer
va la transférer au dessin, il va l'appliquer au dessin, il va dénoncer les charmes flatteurs du dessin. Attention, c'est très dangereux, les séductions du dessin. De la même manière qu'on avait dénoncé au siècle précédent les charmes flatteurs et les séductions du coloris. Et il va mettre en garde les peintres contre le danger du plaisir pris à dessiner, de la même manière qu'on avait mis au siècle dernier les peintres, ou Philippe de Champaigne par exemple, mettait en garde les peintres contre le danger du plaisir pris à colorer. Alors, voilà. Le seul inconvénient qui se trouve dans cette séduisante partie de l'art que vous pratiquez, messieurs, c'est la façon dont plusieurs peintres se sont laissés emporter par le plaisir de dessiner. Ils ont négligé la peinture. Vous voyez, c'est très curieux comme transformation par rapport au XVIIe siècle. À prendre trop de plaisir à dessiner, on en oublie la peinture. Ils ont négligé la peinture pour s'attacher uniquement au dessin. Ils se sont uniquement livrés au charme flatteur de jeter promptement leurs idées sur le papier. Voilà, ils se sont laissés aller au plaisir du premier jet. Je ne commenterai pas les métaphores ici. Quelque bien qu'aient dessiné ceux que je viens de citer, il en faut convenir. Enfin, je n'ai pas besoin de commenter, puisque la suite arrive, c'est toujours une espèce de libertinage que l'on doit blâmer. C'est un inconvénient dans lequel il faut surtout empêcher la jeunesse de tomber, avec d'autant plus de sévérité que cette habitude augmente chaque jour l'éloignement que l'on prend pour la peinture. Donc le plaisir pris au dessin est une sorte de libertinage extrêmement dangereux et dont il faut protéger la jeunesse. Troisième partie de cette conférence, il analyse l'utilité de regarder des dessins, d'étudier des dessins. D'abord, l'étude des dessins est utile pour l'artiste. Moi, aujourd'hui, c'est une séance où il y a beaucoup de textes, mais je n'ai pas pu faire autrement. Rien n'excite le génie d'un peintre et ne lui donne cette chaleur de tête si nécessaire pour la composition que l'examen d'un beau dessin. Voilà déjà une utilité bien considérable. L'on voit à découvert et sans aucune illusion dans les dessins la façon dont le peintre a su lire la nature et celle dont il a su quelquefois prendre une licence heureuse. Cette réflexion me rend encore l'étude des dessins recommandable, mais un des objets à mon sens le plus considérable, c'est que la manière se dévoile absolument dans les dessins. Par conséquent, ils peuvent empêcher de tomber dans ce défaut capital, ils peuvent réparer une mauvaise éducation aussi bien qu'un faux goût auquel on s'est laissé aller. Je saute un petit peu. Par le maniéré que je critique, je n'entends pas parler de la manière et du faire par lequel on distingue les productions d'un homme d'avec celles d'un autre. Je veux simplement parler de l'abus de cette manière qui fait que l'on dessine de pratique, quoique d'après la nature, abus que l'on n'a que trop vu de tous les temps dans les ouvrages de ceux qui négligent la nature ou qui la soumettent à une habitude, enfin de ceux qui sacrifient à l'imagination. Le danger de dessiner de pratique. Le danger de dessiner de pratique, donc il faut étudier les dessins pour éviter de tomber dans ce que Caylus appelle la manière, qui n'est pas le faire, qui n'est pas non plus le style, mot qui va apparaître beaucoup plus tard, mais qui est ce qu'on appellerait le maniéré, c'est-à-dire une manière de travailler de pratique par habitude, avec des habitudes visuelles, c'est-à-dire de travailler, ça veut dire quoi, de mémoire ou d'imagination, en oubliant l'observation du modèle. Alors c'est intéressant parce que là aussi, on a un transfert au dessin d'une critique qui était adressée au coloris au XVIIe siècle, puisque ce que Champaigne encore lui dénonçait, chez les coloristes, notamment, et chez ceux qui se laissaient aller au plaisir et au charme du coloris, c'est de peindre à la manière de Rubens, à la manière de Titien, et de devenir ce que Champaigne appelait des copistes de manière. C'est l'expression de Philippe de Champaigne, le danger de devenir un copiste de manière, et ce danger de devenir un copiste de manière, il le dénonçait chez les coloristes. Voilà maintenant que Caylus dénonce ce danger à propos du dessin. Alors, le problème, c'est que ce danger de la manière est très difficile à éviter, car l'artiste, comme on l'a vu, je l'ai montré la dernière fois en vous montrant des images de répertoire, l'artiste est obligé de se constituer un répertoire, et comme le note Cochin, l'artiste travaille de mémoire.
dans sa conférence du 4 novembre 1758, Cochin écrit la chose suivante, dit la chose suivante: « Il peut paraître étonnant qu'il y ait tant de difficultés à représenter avec exactitude ce que l'on a devant les yeux, mais on en sera moins surpris si l'on fait attention que le dessinateur, quoiqu'ayant la nature présente, ne la peut néanmoins dessiner que de mémoire. Ce n'est point proprement elle qu'il copie. » Ça c'est très beau puisqu'il ne la voit plus lorsqu'il regarde sur son papier. C'est l'image qu'il en a retenue. Le dessinateur dessine toujours de mémoire, puisque quand il dessine, il ne regarde pas, il dessine sans papier. Il dessine de mémoire ou d'imagination. Or, il la retint avec plus ou moins de circonstances, selon qu'il est plus ou moins instruit, etc. Je laisse. Alors là, je vous montre deux gravures de Cochin. Donc, c'est un cours de dessin, une leçon de dessin dans une académie. C'est une planche, vous voyez, donc ils sont tous là autour. Puis vous avez une sculpture et vous avez un modèle. Vous avez les deux exemples. Et là, vous avez une autre planche qui est une étude d'après le modèle vivant, aussi de Cochin. Alors, sans nier... Alors, vous voyez, c'est une question importante, c'est-à-dire que le dessin, c'est le premier jet, mais en même temps, le peintre ou l'étudiant, celui qui se forme à la peinture, est obligé de se constituer un répertoire. Il ne peut pas éviter de dessiner et ensuite de dessiner de mémoire et de peindre de mémoire en utilisant les dessins ou les croquis qu'il a faits. Et donc, il y a un danger qui est de tomber dans sa manière de se plagier lui-même et de faire que tous ses visages se ressemblent. Quand Roger de Pile rendait hommage à un des hommages que Roger de Pile rendait à Rubens, c'est de dire que Rubens ne se ressemble jamais, il n'a pas de manière. Pourquoi ? Parce qu'il cherche toujours à observer ce qu'il peint. Et donc il ne se ressemble jamais. Alors, donc ça c'est un point extrêmement important. Et par ailleurs, ce qui est important aussi, c'est cette tension qui apparaît entre les exigences de l'art, on l'a déjà rencontré la dernière fois, entre les exigences de l'art, celle du dessin, et les exigences de l'observation de la nature, c'est-à-dire cette tension entre la nature et le modèle. Cette tension entre la nature et le modèle. Alors, sans nier l'importance d'apprendre à dessiner d'après les modèles, c'est-à-dire d'après l'antique, d'après les maîtres, d'après des dessins, d'après le modèle aussi qui pose à l'Académie. Ce qui est intéressant, c'est que les théoriciens au XVIIIe siècle insistent de plus en plus sur la nécessité d'observer la nature, c'est-à-dire de sortir de l'Académie. Ça, c'est quelque chose qui apparaît au XVIIIe siècle. Il y a de plus en plus de discours qui insistent sur le fait que, bien sûr, il faut étudier l'antique, il faut copier le Laocoon, le Gladiateur, il faut dessiner d'après le modèle vivant, il faut étudier les dessins de Raphaël, etc. Mais il faut aller regarder ce qui se passe dehors. Il faut sortir de l'Académie. D'abord, il faut observer la nature. C'est la question de l'observation. Et là aussi, pour comprendre cela, il faut l'inscrire dans un contexte épistémologique qui est celui du XVIIIe siècle et du développement aussi des sciences de la nature. Mais ça, je n'ai pas le temps de le développer. Donc, il faut sortir pour observer la nature. Et il faut d'abord quitter la ville. Et ça, c'est très curieux. On trouve des textes. Je l'avais mis un, mais je n'ai pas le temps. Là. Il est là, mais je ne vous le lirai pas. Puisque c'est l'apparition aussi de la question du paysage. Il faut quitter la ville pour aller regarder la nature au sens de paysage. Alors, il y a un très beau texte de Galoche, mais je n'ai pas le temps, je ne vous le dirai pas, où il dit il faut sortir, aller à la campagne, observer les arbres, les feuilles, etc., toutes choses que l'on n'apprend pas à l'Académie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rejoint, et c'est là on voit comment les idées coloristes sont devenues dominantes au XVIIIe siècle, les idées qui étaient défendues par Roger de Pile au XVIIe siècle, puisque, je crois que je vous l'avais dit, le seul genre de peinture de Poussin qui trouvait grâce aux yeux de Roger de Pile, c'était le paysage. Parce que Roger de Pile dit que dans le cas du paysage, il ne pouvait pas imiter l'antique ni le modèle, il était obligé d'imiter la nature. Donc c'était vivant. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver cette idée au XVIIIe siècle, l'idée qu'il faut sortir, il faut imiter les arbres, etc., dessiner les feuilles, les arbres, etc. Alors,
Ah oui, je vais quand même, non, excusez-moi, je vais quand même vous lire la fin de son passage. Il m'est arrivé une fois, étant aux galeries qui règnent autour. Alors, donc une fois qu'on est allé dans la campagne, il faut aussi aller observer la ville, ce qui se passe dans la ville. La nature campagnarde et la nature citadine. Il m'est arrivé une fois, qui est l'auteur? L'auteur s'appelle Louis Galoche. Il a écrit un traité de peinture. Il m'est arrivé une fois, étant aux galeries qui règnent autour du chœur de Notre-Dame, un jour de fête solennelle que monsieur l'archevêque officiait pontificalement, de trouver à la galerie opposée un groupe admirable de spectateurs. Les premiers, sans être obligés de s'avancer, voyaient ce qui se passait dans le chœur, ceux du second rang tâchant de s'élever par-dessus ou entre leurs têtes, ceux de derrière montés sur des chaises, une des petites colonnes qui séparent en deux parties les grandes arcades posées là fort à propos pour appuyer celui qui en était le plus proche et rendait par un certain mouvement son attitude plus extraordinaire. En un mot, il y avait du contraste partout sans affectation et tendant parfaitement au sujet. Je suis bien sûr d'avoir été le seul qui ne pensait nullement aux cérémonies, qui donnait tant d'attention à tout le monde. Ce spectacle me fit assez d'impression pour l'esquisser à mon retour chez moi, bon, de mémoire évidemment. Cette composition me parut digne de Paul Véronèse. Puis il y a un deuxième exemple qu'il prend après au Chartreux. Je vous laisse le lire, je n'ai pas le temps. Alors, nul n'incarne évidemment mieux cette nouvelle forme de sensibilité et cette transformation que j'ai essayé d'esquisser, cette nouvelle forme de sensibilité qui s'attache à la fois au maître et à la nature, à la fois les maîtres, l'antique, etc., et la nature, évidemment que Watteau. Alors je vous montre cette fois-ci quelques magnifiques dessins de Watteau, donc un dessin de paysage. Des comédiens, et le premier jet, voilà, le premier jet. De tête. Vous voyez la rapidité, le mouvement, la mobilité, saisir la pensée, l'expression. Vous voyez, c'est vraiment tout à fait un autre sens d'expression qui apparaît. Voilà. Le dessin qui indique la couleur. Alors, aussi, c'est donc apparaît aussi avec Watteau, et Caylus va s'y intéresser aussi beaucoup. Tout à l'heure, je vous disais, c'est les discours qui apparaissent à ce moment-là, sur il faut aller observer la nature, il faut aller observer la ville, il faut regarder la rue, il faut regarder les petits métiers, il faut sortir de l'atelier. Bien sûr, c'est important le modèle, on ne critique pas le modèle, ni l'antique, il faut continuer à regarder le Laocoon et le gladiateur Borghese, mais il faut aussi regarder les petits métiers de la rue. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque où il va y avoir Mercier, qui va écrire sur Paris. Il faut observer les petits métiers de la rue, les dessiner, etc. Et donc là, je vous donne quelques exemples. La ravaudeuse de Watteau, très beau dessin, voilà. Toujours Watteau. C'est une étude pour ce tableau, voilà. Donc c'est dans une série Les métiers de Paris qui a été gravée par Caylus, vous voyez le décroteur, il y a toute une série de gravures et notamment, ça c'est le dernier dessin que je vais vous montrer, c'est que Caylus a fait une série à partir d'Edmé Bouchardon sur les petits métiers de Paris. Alors évidemment on a l'influence des Flamands, donc il y a le décroteur, mais ça c'est un dessin de Watteau, et voilà un exemple, Savoyard barbu, mais il y a toute une série donc de dessins qui ont été gravés par Caylus, de petits métiers, le vendeur d'images, le preneur d'eau, enfin celui qui transporte l'eau, etc., qui ont été gravés. Donc ça c'est vraiment un intérêt tout à fait nouveau, Vous voyez, on sort de l'académie, on sort de l'atelier, où on continue à aller, tout de même, on continue à aller pour observer le spectacle de la rue et dessiner d'après, non pas le modèle vivant, mais d'après le vivant, d'après la vie.
de dessiner la vie plutôt, et pas seulement d'après le modèle vivant comme à l'Académie. Mais donc, là, on continue à faire les deux, et puis il va apparaître très vite une critique, cette fois-ci, de l'Académie, mais on voit les choses se préparer, et je voudrais terminer en vous lisant un passage de Diderot du Salon de 1755, un texte qui s'appelle « Mes pensées bizarres sur le dessin », dans ses essais sur la peinture, où l'accent, cette fois-ci, est mis sur la nécessité d'observer la nature, qu'on trouve chez les académiciens, à partir des années 1730, etc. Chez Diderot, l'accent mis sur la nécessité d'observer la nature s'accompagne, chez lui, contrairement à ce qui se passe chez Caylus ou chez Galoche, s'accompagne chez Diderot d'une critique très virulente de l'Académie. Et là, il y a vraiment un changement qui s'opère. Cette fois-ci, ce n'est plus la nature et le modèle naturel, ou la nature et le modèle antique, c'est la nature contre le modèle et contre l'antique. Là, cette fois-ci, c'est vraiment l'observation de la nature contre l'imitation du modèle, de l'antique ou du modèle naturel. Alors, je vous lis un passage, voilà, où il parle de l'écorché. Bon. « Personne que vous, mon ami, ne lira ces papiers, ainsi j'y puis écrire tout ce qu'il me plaît. Et ces 7 ans employés à l'Académie à dessiner d'après le modèle, les croyez-vous bien employés et voulez-vous savoir ce que j'en pense? C'est que c'est là, et pendant ces 7 pénibles et cruelles années, qu'on prend le maniéré dans le dessin. Vous voyez? On prend la critique de Caylus. Toutes ces positions académiques, contraintes, apprêtées, arrangées, toutes ces actions froidement et gauchement exprimées par un pauvre diable, et toujours par le même pauvre diable gagé pour venir 3 fois la semaine se déshabiller et se faire mannequiner par un professeur, qu'ont-elles de commun avec les positions et les actions de la nature? Alors je vous rappelle, parce que je l'avais déjà évoqué, je ne sais plus, une des fois précédentes, que c'était un problème qui avait beaucoup intéressé les académiciens dès le début, c'est-à-dire comment faire pour rendre l'expression, puisque l'expression sur un visage passe trop vite, le modèle c'est artificiel, si on lui demande si on demande au modèle naturel exprime la colère, il ne la ressent pas vraiment, et leur solution qui peut paraître étrange à un regard contemporain, c'est de dire qu'il faut imiter l'antique. Il faut imiter le Laogon pour imiter l'expression naturelle. Et vous voyez bien que c'est le problème. On en a été conscient très tôt. Simplement, là, la solution que trouve Diderot, la manière dont Diderot propose de résoudre ce problème est radicalement différente et annonce déjà ce qui va se passer au XIXe siècle. Qu'ont de commun l'homme qui tire de l'eau dans le puits de votre cour et celui qui, n'ayant pas le même fardeau à tirer, simule gauchement cette action avec ses 2 bras en haut sur l'estrade de l'école. Qu'a de commun celui qui fait semblant de mourir là, avec celui qui expire dans son lit ou qu'on assomme dans la rue? Qu'a de commun ce lutteur d'école avec celui de mon carrefour, cet homme qui implore, qui prie, qui dort, qui réfléchit, qui s'évanouit à discrétion? Qu'a-t-il de commun avec le paysan étendu de fatigue sur la terre, avec le philosophe qui médite au coin de son feu, avec l'homme étouffé qui s'évanouit dans la foule? Rien, mon ami, rien. Cependant, la vérité de nature s'oublie, l'imagination se remplit d'actions, de positions et de figures fausses, apprêtées, ridicules et froides. Elles y sont emmagasinées, vous voyez, la mémoire, le répertoire, et elles en sortiront pour s'attacher sur la toile. Toutes les fois que l'artiste prendra ses crayons ou son pinceau, ces maussades fantômes se réveilleront, se présenteront à lui, il ne pourra s'en distraire et ce sera un prodige s'il réussit à les exorciser pour les chasser de sa tête. J'ai connu un jeune homme plein de goût qui, avant de jeter le moindre trait sur sa toile, se mettait à genoux et disait « Mon Dieu, délivrez-moi du modèle ». S'il est si rare aujourd'hui de voir un tableau composé d'un certain nombre de figures sans y retrouver par-ci par-là quelques-unes de ces figures, positions, actions, attitudes académiques, vous voyez, l'apparition de la critique de l'académisme au sens moderne, c'est-à-dire l'attitude académique, peindre de chic, que dénoncera Baudelaire aussi, c'est-à-dire peindre d'après un répertoire de figures apprises.
Ce n'est pas dans l'école qu'on apprend la conspiration générale des mouvements, conspiration qui se sent, qui se voit, qui s'étend et serpente de la tête aux pieds, qu'une femme laisse tomber sa tête, tous ses membres obéissent à ce poids, etc. Et juste la fin. 100 fois, j'ai été tentée de dire aux jeunes élèves que je trouvais sur le chemin du Louvre, avec leur portefeuille sous les bras, « Mes amis, combien y a-t-il que vous dessinez là? 2 ans? Eh bien, c'est plus qu'il ne faut. Laissez-moi cette boutique de manière. Allez-vous-en au Chartreux et vous y verrez, c'est le couvent dont parlait d'ailleurs Galoche, et vous y verrez la véritable attitude de la piété et de la componction. C'est aujourd'hui veille de grande fête, allez à la paroisse, rôdez autour des confessionnaux et vous y verrez la véritable attitude du recueillement ou du repentir. Demain, allez à la guinguette et vous verrez l'action vraie de l'homme en colère. Cherchez les scènes publiques, soyez observateurs dans les rues, dans les jardins, dans les marchés, dans les maisons, et vous y prendrez les idées justes du vrai mouvement dans les actions de la vie. Voilà. Là, évidemment, quand on lit ça, enfin moi quand je lis ça, je ne peux pas ne pas penser à Degas. Hein. Déjà, il y a quelque chose comme ça qui s'annonce, mais ça c'est vraiment, disons, c'est là qu'apparaît cette critique du dessin académique, hein, qui n'existait pas auparavant et où vraiment on a affaire cette fois-ci à une opposition entre l'observation du mouvement qui est attrapé comme ça et qui est vraiment la vie, dessiner la vie dans sa mobilité opposée au dessin d'après le modèle vivant, mais qui est un modèle mort, si l'on en croit Diderot. Voilà, je vous remercie.